un message très important à faire passer à Denis Omar, le petit-fils de Sassou, qui est né d'Omar Bongo avec la fille de Sassou qui n'a rien fait au Congo, que nous appelons Edith. Écoute, Denis Omar, tu es un enfant. Et tu ne vas pas s'interférer dans les affaires du peuple congolais, où vous avez plus de 4 millions de Congolais sans souffrant, victimes de ton grand-père. Et aussi le péché que ta mère Edith a eu à faire au peuple congolais. Donc, nous voulons dire, puisque vous savez que le voleur de Denis Christel a complètement disparu, il ne peut plus voyager, et Sassou a confié donc une mission à son petit-fils que nous appelons ici Denis Omar. Après le déconfinement, ce petit-fils va se rendre aux États-Unis pour venir voir les lobbying pour faire du mal à Pongi, faire du mal à tous les résistants. Denis Omar, tu es un enfant. Donc, ne t'interfère pas dans cette affaire-là. Hein? Tu es jeune. Tu dois comprendre la souffrance du peuple congolais. Tu ne dois pas t'interférer dans les affaires du peuple congolais avec ton grand-père. Ton grand-père qui a siphonné l'avenir de tous les enfants de ce pays. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Oui. Donc, ne sois pas là, ce petit nuisible-là, que nous, on peut facilement mettre la main dans le dessus, qu'il s'agit de Londres, qu'il s'agit des États-Unis, qu'il s'agit en Europe. Hein? Donc, nous lançons un solennel avertissement à Denis Omar, le petit-fils de Sassou, qui est né de Omar Bongo et de Edith. Si tu veux t'interférer, bon, tu vas t'interférer dans les business de ton père au Gabon. Hein? Là où il y a ton frère qui est en train de foutre le bordel au Gabonais aussi. Hein? Mais attention, fais attention. Ça, c'est un solennel avertissement que nous voulons lancer à toi, hein, à ce Denis Omar. Hein. Dites à Sassou, s'il veut encore sauvegarder un certain nombre d'intégrité à ses petits-fils, il n'a pas à mêler ses petits-fils dans les affaires du Congo. Hein. Et ça, c'est ce que l'information, comment je veux vouloir te lancer. Revenons du système baie vitrée. La partie cachée du baie vitré. Hein? Oui, il tient une réunion à Oyo, ou je ne sais pas sur où, pour préparer le petit-fils à venir aux États-Unis après le déconfinement, voir les lobbying pour s'attaquer aux résistants. Et donc, en premier rang en Amérique du Nord, on a cité Pongi, Joe Curtis, ainsi de suite. Et donc, la mission a été confiée au petit Denis Omar. Donc, petit Denis Omar, moi je te répète, regarde, ton grand-père ne connaît pas là où je suis né. Hein? Il ne connaît pas. C'est pas là où on a enterré mon ombrelle. Oui, chers amis. Nous sommes en train de mener une lutte légitime, légale. Nous sommes en train de se battre pour notre jeunesse au Congo. Mais nous pensons que toi, tu es un jeune, Denis Omar. Tu ne veux pas rentrer dans cette vieille cocotte de Sassou Denis de ton grand-père. Oui, certainement tu dois avoir de pensions, mais attention à toi parce que il y a 99% de cette jeunesse africaine-là a vraiment envie de se libérer. Donc toi, un petit comme toi, qui venait de naître là, qui a brillamment échoué parce que tu étais à Harvard, on n'a pas vu ton travail, hein, tu as taillé, tu es parti à Oxbridge, je ne sais pas où, là, en Grande-Bretagne,
Là-bas aussi, on t'a poussé, tu as fait les études dans des mauvaises filières. Les gens s'en foutent de ces filières, c'est clair. Et tu veux vouloir emmerder le peuple congolais qui est souffrant plus de 40 ans. Nous allons tout mettre en œuvre pour offrir aux Congolais la paix. Il faut que les Congolais retrouvent la paix. Et que les Congolais retrouvent l'envie de vivre, d'aller et de venir. Et parce que c'était déjà devenu une denrée rare, avoir la possibilité d'aller et de venir. Et nous allons offrir aux Congolais la réconciliation nationale. Et nous n'allons pas singer cela. Toi qui es né, qui a grandi dans le lait et au miel, tu veux vouloir s'attaquer aux enfants du Congo et toi tu portes cette responsabilité. Dites à Sassou, hein? Bon, on comprend que comme tu l'as dit, après toi c'est le déluge, tu veux vouloir embarquer même tes petits-fils dans ta tombe, dans la merde, mais tu es en train de commettre une erreur. Mais si moi j'étais à la place de Denis Omar, j'aurais réfléchi 1 million de fois avant de s'engager dans ce genre de mission. Tu dois savoir, ici, on est en Amérique du Nord. Et les mêmes lobbying que toi, tu consultes, traitent avec nous, nous informent dans tout le contenu. Donc, si nous voulons retourner l'ascenseur, on va le retourner. Mais nous, notre problème, ce n'est pas avec toi. Parce que tu n'es qu'un enfant. Hein? On n'a rien à cirer de toi. Mais, si tu insistes, tu verras ce qui va arriver. Voilà, donc dites à Sassou, ça ne sert à rien de sacrifier le petit-fils. Hein? Tu as sacrifié sa mère et dites, il faut dire à Denis Omar, c'est ce que tu as la vérité que tu n'as jamais dit à Denis Omar, que c'est toi qui as sacrifié sa mère. Hein? Mais Denis Omar ne peut pas comprendre ça, que c'est le grand-père de ce même Sassou qui t'envoie en mission après le déconfinement aux États-Unis pour s'attaquer à Pongui et à tous les résistants. C'est le même grand-père qui a sacrifié ta mère. Tu n'es pas informé? Hein? Alors, que Denis Omar se ressaisisse. Hein? Pourquoi le grand-père lui-même ne ferait pas sa mission? Pourquoi il ne venait pas aux États-Unis t'envoie toi? Hein? Denis Omar, il y a une force derrière nous que tu ne peux pas comprendre. Une force terrible que tu ne peux pas comprendre. Donc, ressaisis-toi. Nous, on n'en veut pas de toi. Mais nous voulons de ton grand-père. C'est sa tête que nous voulons pour libérer notre nation. Maintenant, toi, si tu es dans des petits combines, va d'abord régler tes problèmes avec ton frère qui est au Gabon. Hein? Ali Bongo. Règle d'abord les problèmes là-bas. Avant que tu puisses mettre le nez dans nos affaires à nous. Tu vois, le fils de ton grand-père, Christelle, a volé tout l'argent du Congo. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça signifie là? Attention, hein, ne te casse pas dans des costumes avec une moustache, je ne sais pas quand. Comment? Hein? Attention. Parce que nous sommes très fâchés, très remontés. Tu as vu les conditions scolaires du Congo? Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On enseigne l'essentiel, on y peut rien, mais tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien, parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent, le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bons pour bien écrire aussi, bien regarder au tableau. C'est pas le collège qui est logé à bonne enseigne sur la question.
Dans cette classe de troisième, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bancs. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madibou, les enfants qui viennent de par-ci par-là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la souplait. Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi, en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Et même quand la salle est animée, le souci... Hein? Tu as vu dans le coin là? Tu as vu ces photos là? Tu as vu l'école là? Le député qui se pose avec ses élèves là? Tu as vu ça là? Tu as vu nos maternités? Tu as vu notre sœur Cléo, comment il a été tué avec son bébé dans le ventre? Hein, Denis Omar? Tu vois comment les enfants du Congo souffrent? Bonjour Franck, comment tu vas? Mais on se rend compte que le confinement, c'est vrai, c'est une bonne chose lorsqu'on est à la maison. Mais quand on essaie de sortir pour aller ailleurs, on se rend compte que le confinement n'a même pas sa raison d'être. C'est le cas de ceux qui vont dans les hôpitaux de l'État. Ma femme, il y a quelques jours, sa maman s'est trouvée malade. La tension avait monté jusqu'à 22. Donc, elle est arrivée même à faire des selles, à pisser sur place à la maison. Elle a été transportée urgemment à l'hôpital de Talangaï. Arrivée à l'hôpital de Talangaï, elle est restée au triage pendant plus d'1 heure et parce qu'il y avait un problème d'argent. Nous, on ne savait pas, on n'était pas informés de tout ça. Ça s'est passé autour de 23 heures. On m'appelait, je dormais déjà. Et finalement, l'un des frères à madame était venu et a payé. Et donc, on l'avait fait monter dans une salle. Et ma femme me dit que le lendemain, donc il était question qu'il puisse le rejoindre, qu'elle puisse le rejoindre plus tôt. Quand elle y est arrivée, elle assiste à un premier scénario. C'est quoi? C'est une femme qui venait, une femme enceinte qui venait pour accoucher, accompagnée de son mari et de sa maman. On l'a mis sur un brancard pour le transporter parce qu'il fallait monter et arriver en haut, donc juste à côté des étagères. Elle a commencé en haut plutôt, il a été juste question qu'elle marche maintenant. Donc les deux sages-femmes l'avaient tenue, l'une à droite, l'une à gauche. Et donc à dessein, on l'a lâchée par déséquilibre, elle est tombée, ventre contre terre, cette femme est morte aussitôt. Son mari a failli faire le tapage, le major a fait appel à la police. Donc c'était déjà la première remarque que l'hôpital tue les gens plus que le coronavirus. Deuxièmement, madame devait aller voir le major pour une ordonnance. Et Dieu avait permis donc que madame écoute cette conversation entre le major et l'une des infirmières. L'infirmière devait partir parce que, notamment, elles ont des heures. Elle devait partir à 12 heures ou je ne sais quelle heure là. Mais en tout cas, elle devait partir parce qu'elle avait fini
elle avait terminé avec ses horaires de service. Et le major lui pose la question, il y a eu combien de décès? L'infirmière dit 7. Il y a combien de personnes sont sorties, combien de personnes guéries? Elle a dit 14. Et le major dit, en tout cas, tu n'auras pas de prime. Comment 7 personnes seulement sont mortes? Et puis aussitôt, il s'aperçoit que ma femme est à côté, il dit, oh madame, vous étiez là. Bon, attendez que je vous fasse votre ordonnance. Madame a dit qu'elle a eu la chair de poule, elle a eu envie de pleurer. Et quand elle est sortie de cette salle, quelques temps après, elle va remarquer quelque chose. Il y avait une personne qui venait de rendre l'âme dans l'une des salles. Alors une infirmière l'avait mis sur le brancard pour essayer de la transporter. Et c'est une autre qui criait, ah non, non, non. Wana eza eyote, wana eza eyote. Et elle a rétorqué, nayebi. Madame se dit quoi? Donc elles ont chacun des cas qui leur appartiennent, des corps qui leur appartiennent. Donc voilà, on se rend compte que les hôpitaux de l'État sont en train de tuer plus que le coronavirus. C'est pour cela que je me suis dit, mais le confinement n'a même pas sa raison d'être. Puisque les gens meurent plus que le coronavirus. L'hôpital, les hôpitaux de l'État sont en train de tuer les gens à dessein. Voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc il faut vraiment prier pour que Dieu aide le Congo à sortir de cette impasse, de cette situation qui est en train de devenir très désastreuse. Les gens sont en train de mourir. Quand quelqu'un va accoucher, quand une personne va accoucher, elle meurt pendant l'accouchement, pendant ou avant même l'accouchement. Donc à l'hôpital, on l'aide à mourir, alors que nos grands-mères qui sont dans les villages accouchent parfois au champ, là où il n'y a pas de sages-femmes. Donc vous voyez que c'est paradoxal. Les gens qui prennent les produits chalinants s'en sortent mieux. Donc j'ai jugé mieux de vous partager ce message-là parce que c'est criard. Hein? Oui, vous pouvez savourer parce que vous êtes entouré de ce type. Mais nous allons avoir une réplique énorme. Une réplique énorme. Alors Sassou, n'envoie pas le petit-fils dans le mauvais chemin. Parce que s'il va rentrer dans ce chemin obscur-là, nous allons vite le pousser dans l'obscurité. Pour te montrer que nous sommes à un niveau très élevé. L'énergie va se libérer dans quelques jours. On verra comment cette énergie-là va se libérer. Et ne nous pousse pas à la folie. Parce que nous ne sommes pas des fous comme toi. C'était le message qu'on voulait faire passer à Denis Omar. Allez, à plus tard, chers amis. Au revoir.